actuelle qui accourt dans le monde. Mais alors, est-ce que l'Afrique est assez ancrée dans cette industrie ou tout au moins dans cette économie ou dans cette réalité qui va conduire évidemment le 21e siècle, c'est-à-dire cette réalité qui va réformer toute l'architecture des activités et des organisations mondiales et même de la pensée humaine. L'Afrique va-t-elle être en retard ou absente lors de cette 4e révolution qui a aujourd'hui cours, où l'Afrique va seulement blaguer dans ses affaires de petits réseaux sociaux et autres? Il est question de se positionner. Aujourd'hui, nous parlons justement de cette question du numérique. On va parler de l'Internet des objets. Nous recevons aujourd'hui un expert dans le domaine. On va essayer de décortiquer déjà ce domaine en termes d'expertise. Daniel Ongene, cher monsieur, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Toundé. Vous êtes expert dans le domaine, je veux dire vaguement comme ça, du numérique, mais il y a des spécificités. Vous faites justement dans le système d'information. Et effectivement, je le disais tantôt, le numérique, il est vaste. La technologie de l'information, c'est aussi un vaste domaine. Ouais. Et dans ce domaine, il faut le subdiviser. Il se subdivise en plusieurs compartiments. Et l'Internet des objets en fait partie, tout comme le réseau, le génie logiciel, ça, ce sont les deux grands domaines. Et à l'intérieur de ces domaines, on a des sous-domaines. Ouais. Peut-être on va faire, du génie logiciel orienté objet. On va faire, par exemple, la conception d'applications. On va faire dans l'infrastructure. On va faire dans le SAV. On va faire dans le software as a service. Ça, c'est du SaaS. Donc, pour dire en un mot, c'est un domaine qui regroupe plusieurs domaines en sous-jacence. Alors, avec le numérique aujourd'hui, on arrive à cette assertion dont on disait avec l'informatique que celui qui ne s'arrime pas à l'informatique, c'est en principe l'illettré. Aujourd'hui, le numérique prend de l'avance, prend des longueurs, et aujourd'hui, on comprend que le monde va être modélé sur le numérique. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous pouvez acheter à Londres. Vous êtes ici, vous pouvez tout faire étant sur place. Effectivement. Vous pouvez tout contrôler. Vous pouvez modeler. Effectivement. Et ceci depuis plusieurs années déjà. L'Afrique aujourd'hui est en train d'emboîter le pas aux pays européens et d'Asie qui, dans ce domaine, sont les leaders, sont les pionniers. Ouais. Prenons l'histoire. D'ici, il y a de cela quelques mois, le président français a créé juste tout un département dans le domaine du numérique, oui, parce que c'est un domaine porteur. Et ce domaine, les uns et les autres l'utilisent déjà, sans toutefois le savoir. On a parlé tout à l'heure de Facebook, oui, on a parlé d'Instagram, on a parlé par exemple du e-commerce. Là, ce sont les achats en ligne. Oui. Mais ce n'est pas suffisant. Plus le temps passe, plus des nouvelles technologies, à des technologies, on ajoute des technologies. Oui. Hier, il y avait par exemple Internet. Aujourd'hui, on a par exemple de la data analytique. Aujourd'hui, on a de l'Internet des objets. Aujourd'hui, on a de la réalité virtuelle. Et ce n'est pas tout. Plus le temps passe, plus les uns et les autres se mettent au travail pour pouvoir inventer. Google, par exemple, il a créé des lunettes. On a la capacité de voir des choses dans le futur. On a des vélos qui se conduisent tout seuls. On a des métros. Ça, on avait déjà vu des trains, des tramways se conduire. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des vélos qui peuvent justement de manière intelligente, rouler avec vous et vous conduire à destination. Mais ce n'est pas fréquent ici, là où nous sommes. C'est pour cela que ça se pose comme une problématique un peu, on va dire, de luxe. Mais dans le futur, va justement modeler même l'espace africain et l'obliger à aller dans ce sens. Effectivement, on ne peut pas se targuer aujourd'hui d'être à la traîne. Parce que celui qui n'est pas présent dans ce domaine de définition sera phagocyté. À un moment donné, il faut marcher avec ceux qui marchent. Il faut être justement au cours du temps, donc faire l'histoire avec ceux qui la font. Oui. Dans le cas contraire, vous serez celui-là justement qui sera appelé à consommer, à utiliser. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui nous viennent par exemple de l'Europe. Ça, nous sommes en train de consommer. Oui. Mais à un moment donné, il faut qu'on renverse la tendance. Il faut qu'on fabrique des ordinateurs ici? C'est possible. Il faut qu'on fabrique. C'est possible? C'est possible parce que tout aujourd'hui est présent. Les études que les uns et les autres font, par exemple, en Europe, ouais. Aujourd'hui, avec Internet qui a tout révolutionné, on a les mêmes cours à distance. Et on peut justement, de manière intuitive, se former, mais aussi aller au-delà
de ce que les autres ont fait, parce que bien d'autres, il y a certaines personnes qui ont conçu des technologies, mais qui se sont arrêtées à un certain niveau. Ça doit constituer pour nous une base pour aller au-delà de ce qui a été fait. Donc, en un mot, moi, je pense que si nous-mêmes, nous ne faisons pas pression sur ce domaine, nous allons encore aller à la traîne. Et ceci, ce n'est pas de rester dans les dires ou bien dans, le bavardage. Ouais. Il faut être pratique. L'Internet des objets, c'est quoi exactement? Entrons dans le vif du sujet. L'Internet des objets, en un mot, en anglais, c'est un mot qui tire ses origines d'un mot anglais. Déjà, Internet en lui-même, c'est l'interconnexion à travers le monde entier. Ouais. Mais ceci a évolué. Il faut comprendre que ce n'est pas le machine to machine, c'est-à-dire la connexion entre deux machines. Ouais. Aujourd'hui, l'Internet des objets, c'est, pour être un peu plus simpliste, ouais, c'est le fait que tout peut être connecté. Tout ce qui est objet en général. C'est-à-dire, si je prends un PC, je vais prendre un PC, on pourra confondre ça à machine to machine. Oui. Mais si je prends un PC et je prends un véhicule, jusque-là, on peut toujours confondre ça à machine to machine. Oui. Mais si je prends maintenant un PC et je prends une station de service à essence, oui, là, ça devient intéressant. Si je prends une station à essence, je prends un véhicule, je prends une citerne à essence, je prends la route, je prends les panneaux de signalisation, là ça devient intéressant. Vous faites quoi? Ça veut dire qu'à cet instant-là, tous ces éléments sont maintenant connectés. Se connectent comment? Se connectent via un réseau. On crée un réseau qui peut s'appuyer sur le réseau existant que nous connaissons déjà, tout ce qui est l'Internet. Ouais. Mais c'est un domaine de définition réservé. Par exemple, dans la communication, on parle souvent du canal. Oui. Là, c'est un canal qui permet justement à l'ensemble des équipements qui se retrouvent dans ce domaine de pouvoir communiquer avec derrière une analyse de données. Qui fonde l'analyse qui est en arrière et qui fonde le canal. Oui, en fait, ce sont Comment ça se travaille, ça se pense et ça se structure? En fait, déjà dès la base, il faut le penser, il faut le modéliser en ingénieur, en gestion de projet. On s'assoit, on se dit qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche. Il faut avoir un objectif visé. Repartons dans cet espace de station, voiture, vous avez parlé de quoi? De route et autres, et essayons de voir l'interconnexion. Effectivement. Dans un premier temps, on se dit comment on peut faciliter la vie aux usagers. Oui. Par exemple, un véhicule... Donc, une problématique comme celle-là. Une problématique où parfois on peut se retrouver à, je vais dire n'importe quoi, sur la route de Douala-Yaoundé, oui, et on se retrouve à court d'essence, par exemple. Oui. Et là, on ne sait pas vers quelle station nous tourner justement pour faire le plein d'essence. Oui. Comment ça se passe? C'est de manière intuitive, le véhicule qui est connecté au système et la station d'essence qui est connectée au système, le réservoir de la station d'essence étant aussi connecté à ce système. Le véhicule envoie un signal au périmètre, ça veut dire à 5 km à la ronde, ouais, afin de savoir quelle station d'essence peut lui être utile en termes de carburant. Le véhicule envoie cela par quoi? Via le réseau. Et c'est donc ce réseau dont nous parlions tout à l'heure. Et si ce n'est pas un rêve? Vous voyez quand nos forêts là et tout ça, vous allez faire cette affaire-là comme ça? L'IoT apporte une révolution. Laquelle? Révolution, entrons dans le cœur de votre révolution. Laquelle? Pour que les téléspectateurs comprennent. Il faut comprendre que aujourd'hui, les réseaux qui existaient avaient des limites. À une certaine portée, le signal devenait faible et la communication devenait mauvaise. Avec l'IoT, on est capable de traverser les murs. C'est-à-dire le signal émis. On est capable le signal a la capacité de traverser un mur sans toutefois se déformer. Vous pesez vos mots? Je les pèse effectivement, sans se désintégrer ou bien sans connaître justement... C'est-à-dire qu'il y a un mur. Oui. Le signal traverse le mur. Le signal traverse le mur. On a par exemple, je prends les liaisons téléphoniques, quand il y a des maisons avec des dalles, un certain nombre de choses, la connexion se perd. Effectivement. Donc vous dites le signal ici traverse le mur. Le signal ici justement est dimensionné pour traverser le mur. C'est la raison pour laquelle c'est un domaine qui devient encore plus intéressant. Pourquoi il devient intéressant? Parce que là, on a toute la donnée qui provient, par exemple, de l'émetteur. Et il est traité en temps réel. Et le résultat escompté est à 99% fiable.
Donc, cette capacité de traverser les murs, ça donne un peu comme une petite sorcellerie, là. C'est quoi? Traverser les murs, traverser peut-être les frontières, les eaux et autres, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. L'objectif, c'est quoi? Je vais revenir, par exemple, en télécommunication. Je vais prendre les télécoms. Oui. Les télécoms ont été créés avant, on a utilisé le fil de cuivre pour faire de la transmission de bout en bout. Par exemple, pour avoir quelqu'un qui est, je vais dire n'importe quoi, de Bonanjo à, par exemple, Yaoundé, il fallait avoir un fil qui devait relier justement l'émetteur et le récepteur. Mais à un moment donné, on a évolué. Nous sommes passés aux ondes hertziennes, c'est-à-dire on a la capacité de passer par satellite et de communiquer avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Vous allez voir partout, par exemple, nos opérateurs de téléphonie mobile utilisent des antennes qui ont cette capacité-là de relayer le signal et de le faire parvenir justement au destinataire. Mais avec cette technologie, on avait toujours des limites parce que lorsque le signal est émis, par exemple, par quelqu'un qui est à Yaoundé, le signal doit être transporté par l'air ou bien par le fil de cuivre. On a évolué, on a fabriqué la fibre optique, justement pour permettre que les pertes en termes les bruits au niveau du signal, justement, soient de façon mitigée, négligée au plus simple, je peux dire 0,003%. Mais même jusque-là, ce n'était pas efficient parce qu'à une certaine portée, le signal perdait justement de sa conformité. Mais dans ce domaine, ça devient un peu plus intéressant. C'est à cela que les chercheurs ont travaillé pour se dire, mais tiens, on veut faire de l'IoT, on veut faire communiquer des objets de manière autonome. Parce qu'il faut bien comprendre. À communiquer les objets de manière autonome. C'est-à-dire, les objets savent quoi faire et quand le faire. Ça, c'est l'IoT. Et maintenant, les objets savent quoi faire. Les objets savent quoi faire et quand le faire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends un objet banal, hein, je réfléchis, je veux être un peu bête dans cette affaire. Oui. J'ai ma porte, je laisse ma porte à la maison, elle est ouverte, j'arrive au bureau, je peux la refermer étant au bureau? C'est faisable et ça se fait. Déjà, dans d'autres pays, ça se fait. On se rend compte qu'on a laissé par exemple le gaz allumé ou on a laissé une bouilloire au feu. On peut éteindre justement cette bouilloire à distance. Ça, c'est de l'IoT. On a laissé une porte ouverte. Je suis parti de la maison précipitamment. Je suis entré dans le véhicule, j'arrive à Bonanjo ou bien j'arrive à Samelima. Je me rends compte que j'ai dû laisser une porte ouverte à la maison. Qu'est-ce que je fais? Mon téléphone, qui est un objet, est connecté à ce réseau de l'IoT. Je me connecte et je check. Le fondamental, c'est qu'il faut être connecté. Il faut être connecté. Et il faut être connecté au réseau de l'IoT. Il faut être connecté et être connecté au réseau de l'IoT. Qui est particulier. Qui est particulier et qui présente plus d'avantages que le réseau que nous connaissons. Mais ce réseau de l'IoT peut communiquer avec tous les réseaux existants. Ça veut dire je peux être sur Internet et communiquer avec des objets qui sont connectés dans un réseau IoT. Et lorsque je me connecte justement à ce réseau IoT, je check en langage informatique, je vérifie si toutes les portes sont fermées. Et la maison, qui est un gros ensemble, qui devient elle aussi un objet connecté, va me dire quelles sont les portes qui sont ouvertes. Et de mon téléphone, je peux dire à la porte centrale, ferme-toi. Et l'objet qu'est la maison à distance va demander à la porte qui est l'objet de la maison de se fermer. En fait, c'est ça. Et c'est ça le concept. Alors, ça c'est très apparemment génial. Ça veut dire qu'on peut avoir ça. Il y a des systèmes de contrôle même possibles à travers ça. Effectivement. Ça apporte plusieurs avancées et plusieurs avantages. Oui, avancées d'abord. C'est très intéressant pour nous. Les avancées dans ceci que on peut faire de la télémédecine. On a fait dans la réalité virtuelle. On a fait la réalité virtuelle augmentée. Oui. Dans la médecine, par exemple, revenons, on a parlé des stations. Je reviens dans la médecine. Dans la médecine, aujourd'hui, on a des robots. Des robots qui ont la capacité d'opérer au millimètre près.
avec ce principe d'IoT, il y a une sorte d'intelligence artificielle derrière. Cette intelligence est basée sur le big data. Ça veut dire l'analyse des données. Oui. Et dans cette analyse des données, pour chacun des cas, l'objet qu'est par exemple, je vais dire, le robot qui est connecté, saura de manière efficiente comment opérer, par exemple, un cas pathologique qu'il a en face de lui, sur la base des analyses qu'il a faites via le domaine, via justement l'ensemble des objets qui sont tout autour de lui et présents dans le même domaine de définition. Oui. Alors, est-ce que aujourd'hui, nous parlons au Cameroun, Oui. et nous sommes au Cameroun, dans Oui. la cité économique du Cameroun. Oui. Commençons par là. Est-ce que le Cameroun peut se rapprocher de cette affaire? Parce que je la vois loin, moi. Non, c'est... En fait, je pense que c'est le... Est-ce qu'elle est porteuse déjà en termes financiers, en termes de croissance économique et de développement? Le domaine de l'IoT, pour dire, c'est un domaine qui coûte pas grand-chose. C'est-à-dire, les technologies sont basiques et l'accès justement à ces technologies, justement, c'est à moindre coût. Je vais vous surprendre en vous disant que pour $1, vous pouvez avoir accès justement à un réseau d'IoT. Ce qui n'est pas le cas pour certains réseaux de communication que nous tous nous connaissons. Et dans ce réseau, maintenant, on a la capacité, on n'a pas de limite. La seule limite, c'est notre intelligence. On n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Là-bas, la seule limite, c'est l'intelligence. Et quand je parle de limite, oui. vous voyez quels sont quel peut être le potentiel sur le plan économique. Sur le plan économique, tout ce que nous faisons encore de manière manuelle, ou ce que nous faisons sans anticiper, sans appréhender, oui. Dans ce domaine, en se servant justement du numérique, on peut justement atteindre des résultats satisfaisants, ceci dans tous les domaines. Je vais prendre un cas. Allez-y. Prenons par exemple, ici, des véhicules, un poste de péage. Ouais. Le poste de péage, comment il fonctionne aujourd'hui, par exemple, dans notre cas, le Cameroun, on arrive au poste de péage, on paye de manière manuelle. Ouais. Et de manière manuelle, on vous remet justement la différence ou on vous remet un ticket. Et c'est pour ça que l'argent disparaît? Justement, c'est un point qui fait en sorte que l'économie du Cameroun a un très gros retard. Et qu'est-ce que l'IoT peut? L'IoT vient rentabiliser peut-être à 100% ce point, justement ce domaine. Vous n'êtes pas modeste là. En quoi faisant? 100%, allons-y. En quoi faisant? On remplace tout ce qui est contact homme-homme par des objets. L'objet ici, c'est quoi? C'est un véhicule. Et de l'autre côté, il y a un objet qui va servir de capteur. Et le paiement se fait, il y a d'autres technologies qui existent. Hein. Il y a la blockchain. Il y a des technologies que nous connaissons. Il y a les Orange Money, les Mobile Money. Il y a des virements bancaires. D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'avoir votre porte-monnaie électronique. Un wallet. Et comme vous êtes sans le savoir, les porte-monnaies aujourd'hui électroniques font des passerelles avec vos comptes bancaires. Donc, à ce niveau, le paiement, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir de la monnaie sur vous ou bien de l'argent en cash pour payer au niveau du péage. Permettez de saluer Nextel parce que bientôt, Nextel va dans cette industrie du porte-monnaie ou du porte-monnaie électronique. Effectivement, c'est un plus. Et à ça, tout le monde devra s'arrimer. Parce que d'ici quelques années, ça c'est une parenthèse, d'ici quelques années, l'argent, dans d'autres pays, c'est le cas. On ne paye plus par cash. Par cash, voilà. On paye en numérique. En numérique, oui. On fait juste une transaction numérique et le paiement est passé. Oui. Dans les grands supermarchés en Europe, par exemple, oui. On fait des paiements avec le téléphone. Avec la technologie qu'on appelle des rayons RFID. Oui. Où tu présentes juste le téléphone sur un objet et le téléphone, ton porte-monnaie qui est logé dans ton téléphone est débité à la somme exacte, c'est-à-dire le montant de l'objet. C'est le même principe au niveau du péage. Lorsque vous arrivez au péage, de manière tacite, votre véhicule qui est immatriculé en votre nom
votre porte-monnaie électronique qui est connectée à votre véhicule, qui sont tous connectés avec le système de contrôle au niveau du péage, sont de manière automatique, donc fonctionnent à votre insu et vous débitent ce que le montant escompté justement pour vous faire passer. Et ce n'est qu'à cet instant justement que la barre, parce que si on prend un système où pour passer il y a une barre devant les véhicules. Une fois que le paiement est fait, il y a un contrôle qui est fait au niveau la communication entre objet, ici j'ai dit système, dispositif au niveau du péage et véhicule. Lorsque la vérification est faite, la barre seule vous cède le passage. Et en termes d'économie, imaginez ce que ça peut rapporter en termes d'économie. Ça peut rapporter quoi? Allons-y. Parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. En termes des éléments de pointe. Effectivement. De ce genre, mais qui rapportent aussi. Effectivement. Là, vous voyez que nous gagnons en temps. Ça veut dire que... on gagne en temps. On gagne en temps. On peut anticiper. Lorsque vous arrivez, par exemple, au point de péage, les gens qu'on connaît généralement qui passent ou bien qui jonglent avec les tickets, ce ne sera plus le cas. Parce que le système devient intransigeant. Ou tu as payé, ou tu n'as pas payé. Et si tu as payé... Même si tu es président de la République. Même si tu es président de la République. Ou tu as payé, ou tu n'as pas payé. Et là, tu peux passer. Alors, le manque à gagner, généralement qui est dû soit aux fausses manœuvres, soit avec la complicité des agents qui sont stationnés justement à ces points de péage pour pouvoir faire de la collecte, ce point d'ombre vient à disparaître. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IoT, je voudrais quand même que vous repartiez dans la genèse de la structuration de cette affaire pour faire comprendre à ceux qui nous écoutent et les jeunes. Parce que beaucoup, et je rappelle que vous avez exposé sur ces thèmes lors des journées, oui. La première édition des journées de l'industrie du numérique au Cameroun. Lorsque les enfants qui nous écoutent, je vous ai entendu dire que le numérique, c'est l'affaire de tout le monde. Mais on voit quand même cette affaire de l'IoT comme étant un peu compliquée, quoi. L'IoT n'est pas compliqué. Il y a des années, on disait que Internet était compliqué. On a fait des analyses, on a fait des pronostics, on s'est dit Internet, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. Mais aujourd'hui, comme vous le savez, nos grands-mères au village, pour certains, elles ont des comptes Facebook. Elles utilisent des téléphones. Je me rappelle lorsque le téléphone entrait au Cameroun vers les années 2006, il y a certaines personnes qui se posaient la question de savoir est-ce que moi je pourrais avoir, est-ce que ce sera utilisable? Parce que généralement ce sont les questions qu'on se pose. Oui. Mais au finish, après quelques années, on se rend compte de la poussée. Les chiffres sont phénoménaux. Aujourd'hui, en termes de téléphonie seulement, au Cameroun, en termes de nombre de téléphones, le Cameroun a fait un bond inconsidérable entre 2006 et 2018. Mais revenons à ce qui nous concerne ici ce soir, c'est-à-dire l'IoT. L'IoT, oui. L'IoT ne sort pas de ex nihilo. L'IoT prend ses sources. Voilà. L'IoT prend ses sources des technologies existantes. On a parlé tout à l'heure de la communication en ondes hertziennes. On a parlé tout à l'heure de la communication telle qu'elle existait, de la découverte de la radio, du signal, de la transmission, de l'avènement d'Internet. Internet a évolué tel qu'on l'a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui où les uns et les autres ont la capacité de se connecter partout dans le monde. Et l'IoT vient prendre son essence de cet Internet qui existe déjà afin de l'améliorer. Parce que Internet à lui seul, c'est quoi? Internet, c'est un PC. C'est un objet, c'est quelqu'un qui se connecte via un réseau des réseaux pour communiquer avec les autres PC connectés. C'est-à-dire un téléphone connecté ou un ordinateur connecté. Ouais. Mais là, il y a des domaines de restriction. Parce que là, il faut... Il y a des domaines de restriction. Il y a encore des domaines, il y a des points d'ombre. Mais l'IoT est un domaine spécifique. Spécifique en quoi? Dans ce sens que, avec le simple Internet, les objets ne pouvaient pas se connecter comme l'IoT le fait. Parce que l'IoT, nous avons parlé de révolution. Vous vantez trop l'IoT. Les objets ne peuvent pas...
Les objets ne pouvaient pas se connecter comme ils le font avec l'IoT. Parce que, en s'appuyant déjà sur le réseau, nous avons parlé de réseaux qui existent actuellement. Prenons par exemple la connexion Internet, le réseau Internet. Avec le réseau Internet, vous vous rendez compte parfois qu'il y a des perturbations où on ne peut pas communiquer parce que je n'ai pas Internet. Mais dans l'IoT, on n'a pas forcément besoin d'Internet pour communiquer. Ah, dans l'IoT, pas besoin d'Internet. Pas forcément besoin. Pas forcément. Oui. Oh, ça fonctionne comment? Ce sont des installations que nous faisons. Du plan basique. Vous pouvez créer votre réseau IoT. Ah bon? Oui. Comment ça? Il vous suffit d'acquérir ces équipements dont nous parlions tout à l'heure qui vous coûtent presque rien. Et lorsque vous avez acheté, ou du moins vous êtes en possession de ces équipements, vous concevez un réseau local, mais qui a une portée de 10 km à la ronde. Ça, c'est la portée du réseau IoT. C'est-à-dire votre objet qui est à 10 km peut communiquer avec un objet qui est ici. Ça, c'est déjà un plus. Au lieu de passer par des ondes hertziennes ou des canaux. Et le plus aussi en IoT, c'est la capacité. Aujourd'hui, lorsque vous avez un téléphone, pour faire simple, vous l'avez chargé, vous passez des coups de fil. La durée de la batterie, c'est-à-dire lorsque vous avez chargé par exemple la nuit, généralement il vous faut recharger le même téléphone le lendemain. Tout à fait. Pour pouvoir l'utiliser le jour d'après. Mais avec l'IoT, lorsque vous avez chargé votre téléphone et qu'il est connecté sur le réseau IoT, vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans. Vous avez 10 ans avec ce téléphone fonctionnant en pleine puissance. Ça fait aussi partie des avantages. C'est-à-dire un téléphone peut émettre pendant 10 ans, aussi longtemps qu'il est connecté via ce réseau. Donc là, on gagne en énergie. Puisque la consommation d'énergie est un problème. Un sérieux problème. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez rien faire. Tout à fait. Mais si votre système est connecté à un réseau IoT, alors il consomme moins d'énergie qu'auparavant. Et vous faites justement une plus-value en termes d'énergie et vous produisez plus. Alors, à dire que l'Internet des objets, c'est une révolution vers l'atteinte de la croissance, vers l'atteinte des objectifs de développement dont on a parlé ici et là. Oui, c'est un objectif et il doit être, je pense, le point phare dans tout ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que tout ce que nous connaissons à l'état actuel est désuet. Nous sommes à la traîne. Pour prendre un exemple, nos voisins, par exemple, le pays de Paul Kagame, ils ont compris que c'est dans le numérique qu'il faut se lancer. Comment ça se passe là-bas? Ils ont mis sur pied des mécanismes à telle enseigne que aujourd'hui, c'est un domaine de définition qui est en plein essor, qui s'est développé et qui soutient quasiment toute la nation en termes d'économie, bien sûr. Il y a des jeunes, par exemple, qui conçoivent des applications qui sont avancées, pas des simples applications telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais des applications capables justement à elles seules de faire de grandes bouffées d'oxygène en termes d'économie. Et ceci, c'est avec l'appui de l'État. Parce que vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas l'accord de l'autorité locale. Alors, on va sensiblement à un programme. Lorsque vous parlez donc de cette thématique, lorsque vous parlez de cet outil et de ce cadre, si vous parlez aux jeunes, vous allez leur dire quoi? C'est nécessaire aujourd'hui de s'investir dans ce domaine-là? Effectivement, c'est l'un des domaines. Il n'est pas le seul. C'est l'un des domaines. C'est l'un des domaines. Parce qu'aujourd'hui, si on reste sur l'IoT, on risque d'être à la traîne. Quelqu'un qui va se focaliser peut-être pour se spécialiser et devenir, enrichir sa culture, donc ses compétences dans le domaine, afin de pouvoir
concevoir des plateformes ou bien des applications qui soient capables justement de challenger avec les plateformes conçues par les occidentales. Oui. Mais ce n'est pas tout. À l'IoT, il faut associer les autres éléments que nous avons présentés justement dans le cadre des journées du numérique au Palais des Congrès. Tout à fait. Il y avait la réalité virtuelle. Il faut aussi s'attaquer à la réalité virtuelle. Il faut s'attaquer à la réalité virtuelle augmentée. Il faut s'attaquer à la technologie de blockchain. Il faut s'attaquer à la nanotechnologie. Il faut s'attaquer à la BI. Il faut s'attaquer à la data analytics. Parce que tous ces éléments ont quelque chose en commun. C'est la donnée. Les informations, la donnée. La donnée. Ça pesantit essentiellement sur l'IoT. Ce serait dit restrictif. Mais il faut penser grand. Être capable justement de voguer, de passer de domaine en domaine sans avoir à subir soit comment dire, à restreindre toi-même ton propre domaine de définition. Alors, monsieur Daniel Ongene, est-ce qu'il y a des avis en direction? Vous avez discuté avec un responsable du ministère des Postes et Télécommunications sur un ensemble de projets qui sont aujourd'hui au niveau. Quels sont les projets porteurs aujourd'hui dans ce domaine? Dans ce domaine, il y en a, je vais essayer de catégoriser. Oui, allons-y. Dans chaque secteur d'activité, nous pouvons faire de l'IoT. Chaque domaine, il n'y a aucun domaine qui soit négligeable ou bien un domaine qui passe en premier. Non. Tous les domaines que vous connaissez font ou peuvent faire appel à l'IoT. À l'IoT, oui. Lorsque nous discutions par exemple avec le responsable du Minepostel, il était question d'accompagner l'équipe dans ce sens. L'équipe du ministère. L'équipe du ministère, dans ce sens, à pouvoir amener à maturité des projets, voire faire une proposition des projets. Je vais vous donner un cas, un simple projet. Oui. Aujourd'hui, le Cameroun s'est doté de centrales photovoltaïques dans la quasi-totalité de nos villages. Oui. Et l'outil, l'IoT ici, apporte ceci de particulier, qu'il peut vous donner la capacité de faire du monitoring. Le monitoring, savoir quelle, en termes de puissance, l'énergie, parce que comme vous le savez, ce sont des plaques solaires. Tout à fait. Qui ont été installées pour générer de l'énergie solaire. Alors, si cet équipement n'est pas monitoré de façon convenable, alors on aura des pertes d'énergie ou on aura un équipement qui va fonctionner en deçà de ses performances. Oui. C'est à ce niveau justement qu'interviendra le monitoring fait via l'IoT. Comme vous le savez, il y a des zones reculées. Il y a des zones dans des villages où Internet n'arrive pas. Internet tel que nous le connaissons n'arrive pas. Oui. Mais l'IoT a la capacité d'aller à ce niveau pour ramener justement cette technologie, du moins cette infrastructure qui a été installée, à communiquer avec la base, par exemple, qui est à Yaoundé. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui problème pour arriver à bâtir ou à construire ce genre de système, ce genre de plateforme et de produits? Il faudra comprendre que, comme dans tous les projets, mis à part la maîtrise des technologies, il y a un coût financier. Et le coût financier, généralement, a une certaine portée. Si c'est une plateforme pour vous et moi, elle est facile, on peut l'implémenter en 2 ou 3 jours. Mais si c'est un projet qui vise à porter par exemple 22 millions de personnes, là le coût est tout autre chose. Et il faut mettre sur pied une stratégie tant sur le plan financier que sur le plan implémentation afin d'atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Alors vous parlez de plan financier. Oui.
C'est-à-dire qu'il faut investir. Il faut investir. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on investit beaucoup plus dans le ventre, excusez-moi, dans la jouissance, dans un certain nombre de choses, et que les projets phares porteurs de ce genre, on attend que l'Occident vienne investir. Je vais être humble. Je pense que c'est un problème, pour dire vrai, c'est un problème de compréhension. C'est un problème, je ne saurais pas comment l'expliquer. Parce que moult fois, récemment encore, je le disais, nous avons présenté des projets porteurs. Des projets qui peuvent, ça veut dire contribuer efficacement, non seulement à l'émergence du Cameroun en tant que pays développé, mais aussi contribuer à l'économie de celui-ci. Permettre aux jeunes d'avoir des emplois décents. Parce que dans ce domaine est une source d'emploi incommensurable. Ah, une source d'emploi. D'emploi incommensurable. Comment ça? Expliquez-nous. C'est ce que les téléspectateurs attendent, c'est ce que les jeunes attendent, de voir qu'il y a des opportunités, parfois d'auto-emploi, de création d'emplois. Effectivement. Et pourquoi source d'emploi? Oui. Parce que aujourd'hui, à fonctionner comme nous fonctionnons, oui, beaucoup de jeunes ont des diplômes. Beaucoup n'arrivent pas à s'insérer dans le domaine socio-professionnel. Oui. Qu'est-ce que le numérique, de manière générale, peut apporter? Voilà. On conçoit un projet. On l'implémente. Je vais prendre un cas banal. Oui. Vous avez la construction des routes dans les marchés publics. La construction de routes se fait par les experts du domaine. Mais dans ce projet que nous pouvons apporter dans le domaine du numérique en faisant du monitoring, n'oublions pas ce sur quoi nous sommes en train de nous focaliser, l'emploi. Il y a des jeunes, déjà, ceux qui sont déjà occupés le feront, construire les routes. Mais il y a une autre vague que nous allons ajouter au projet. Ceux-là qui seront les collecteurs d'informations. Parce que comme vous le savez, une plateforme conçue dans l'IoT, nous avons parlé de la donnée. Oui. Et cette donnée doit être collectée. Ah, il faut collecter cette donnée. Qui collecte la donnée? Soit on met en place un système d'occupation, on va donner la capacité aux jeunes gens, aux jeunes Camerounais, puisque c'est le cas ici, Oui. de pouvoir faire ce travail qui, en ricochet, leur donne quelque chose à faire durant un bon moment. Je vais être plus concret. Allons-y. Pour que les uns et les autres comprennent clairement. Ouais. On passe un marché. On conçoit une plateforme. Revenons à l'IoT. On conçoit une plateforme. Oui. Cette plateforme a la capacité de donner en temps réel, justement, l'état d'avancement des travaux, que ce soit en BTP, que ce soit dans les champs, que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage, dans tous les domaines, en termes construction ou bien élaboration. Il faut que la plateforme soit nourrie. Déjà, ceux qui ont conçu la plateforme sont déjà employés de manière directe. De manière indirecte, il y a ceux-là qui doivent descendre sur le terrain. Vous savez que si je veux savoir, par exemple, à quel niveau se trouve l'état d'avancement de vos travaux, de votre maison au village, Oui. il faut quelqu'un aujourd'hui qui aille de manière physique filmer Tout à fait. et vous envoyer les images. Mais il ne va plus vous envoyer les images soit par fax, soit par une agence de voyage, mais de manière instantanée. Il va envoyer. Il va aller filmer et de manière instantanée, ces images seront transmises via le réseau et vous aurez ces images en temps réel. Et pour faire ce travail, sur toute l'étendue du territoire, nous parlions tout à l'heure des centrales photovoltaïques installées. Déjà, les jeunes de ces localités ont de l'emploi. Ils n'ont pas besoin d'avoir un bac+5.
ni un bac plus 4. Ils n'ont pas besoin d'avoir un bac plus 5 ou un bac plus 4. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent juste savoir utiliser un téléphone portable. Ah, et beaucoup utilisent constamment le téléphone. Et beaucoup utilisent. 24 heures ne peuvent pas passer. Je dis 24 heures, c'est trop. 2 heures, parfois 30 minutes. Nous tous, nous sommes connectés 24 heures sur 24 sur nos téléphones. Alors, on va graduellement vers la fin de cette émission avec des choses très intéressantes. Qu'est-ce qui empêche donc aujourd'hui la force de l'action ou de l'action à investir doit venir d'où? De deux choses l'une. Oui. Soit l'État, je parlais tout à l'heure de l'État, il est des projets que vous ne pouvez pas mener avec, comment on dit cela, parce que vous avez la capacité de le faire. Il y a des projets pour lesquels vous devez d'être accompagné. Oui. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan structurel. Si vous voulez, par exemple, interconnecter les ministères au Cameroun, ça c'est un petit projet. Tout à fait. Interconnecter les ministères à telle enseigne que lorsque votre dossier entre au Minjustice, de manière instantanée, vous savez où il se trouve. Même si vous ne vous déplacez pas. C'est-à-dire vous n'êtes pas appelé à aller suivre le dossier, par exemple à Yaoundé. Et perdre du temps, perdre du transport. Et perdre du temps. Être parfois devant la corruption. Justement, tout ça est envisageable. Quand je dis sur le plan structurel, l'État, par exemple, peut se dire, voici ce que nous voulons faire. Voici ce que ces jeunes ont comme possibilité, comme potentialité, comme savoir-faire. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est un cadre, justement, pour pouvoir déployer le savoir-faire. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin, par exemple, d'interconnecter le Minpostel, Minjustice et Minsuivi. Vous savez donc que sur le plan déjà administratif, il y a une batterie de signatures qu'il faut avoir. Il y a une certaine logistique qu'il faut avoir, mis à part les moyens. Les moyens peuvent venir en second. Déjà, il faut qu'on ait cette volonté, en gros, d'aller au-delà. D'abord, la volonté. Et le reste viendra après. Parce que lorsqu'on a la volonté, même les moyens deviennent un détail. Donc c'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, c'est un problème de volonté. Un problème de volonté, peut-être de volonté politique, de volonté civile, de volonté citoyenne, ainsi de suite. Mais ça nécessite quand même beaucoup d'efforts. Et Internet des objets, là, ça va aller tout d'un trait avec tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est trop beau pour que ça puisse être pratiqué. Déjà, il faut savoir qu'il y a toujours un début à toute chose. Il faut commencer. Si on continue à réfléchir, parce qu'ils restent dans le système anglais. Le système anglais prévoit de faire et de corriger au fur et à mesure. Contrairement au système français qui voudrait que ce soit parfait avant d'exposer au grand public, par exemple. Dans ce système, on ne va pas, dès la première année, ou bien dès l'entame du projet, atteindre les objectifs. Mais avec une feuille de route, on se dit, voici notre objectif à terme. C'est par exemple Cameroun numérique 2020. Je dis n'importe quoi. Cameroun numérique 2020. Pour que Cameroun numérique 2020 soit atteint, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les décideurs déjà aient cette façon de penser et soient capables de donner quitus lorsqu'ils rencontrent un projet porteur. Et qu'ils accompagnent parfois, tant sur le plan, encadrer le projet. Parce que généralement, vous allez porter un projet, on va vous dire, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas le conduire. On va vous dire qui est derrière vous. Effectivement. Alors, lorsque je parle de question de volonté, c'est de dire, ces jeunes ont la volonté d'y aller. On ne s'y connaît pas.
Mais nous qui avons une autre vision de la chose, on peut encadrer ces jeunes. Comment on les encadre? En leur donnant les moyens dont ils ont besoin, mais aussi en veillant à ce qu'ils ne sortent pas de la route ou bien du chemin qui a été tracé. Ouais. Et étape par étape, faire une évaluation pour se rendre compte que nous sommes en train d'aller aux objectifs qui sont les miens, à savoir Cameroun numérique 2020. Cameroun numérique 2020, Daniel Onguéné, est-ce que vous y croyez? On a eu le projet de l'arrimage des universités avec ces ordinateurs. On a vu tout ce que ça a causé comme ramadan. C'est comme si les gens ne croyaient pas. Vous ne voyez pas la capacité scientifique ou tout ce qui va se déployer dans ce domaine. Je vais vous dire une chose. Ouais. Au stade où nous sommes parvenus, Ouais. qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, on devra avancer. Ça, c'est une chose. Elle est indéniable. Aujourd'hui, nous sommes à la traîne. Oui. Cameroun numérique, les universités numériques, il y a des choses qui sont faites. Par exemple, à l'université de Douala, que je maîtrise un tout petit peu, Oui. ils ont conçu un système déjà qui vous permet de faire des paiements en ligne. Et ce sont des jeunes Camerounais que je connais personnellement. Ah, des jeunes Camerounais Des jeunes Camerounais sortis dans des écoles camerounaises qui ont conçu ce système. Vous pouvez déjà voir quelle est la portée. Ils ont été encadrés par les aînés. Oui. Ils ont eu à travailler avec les aînés et ils ont conçu quelque chose de génial. C'est pour dire que ce qu'ils ont fait, Oui. nous aussi nous pouvons le faire. Ah, ce que les jeunes, les étudiants de l'université ont fait là peut se faire ailleurs. Ça peut se faire ailleurs. Mais il faut amener les uns les autres à savoir qu'on ne reste pas dans la lettre. Parce que le problème au Cameroun, pour dire vrai, Oui. on prend des arrêtés. On fait du tapage médiatique généralement, par exemple sur le numérique. Mais dans le concret, nous n'avons rien de concret. On s'appuie sur quoi? Rien de concret pour comment ça? On s'appuie sur quoi? Oui. Aujourd'hui, on a fait des investissements en matière de fibre optique. Quand je parle d'investissement, je parle du Minpostel, ministère en tutelle pour tout ce qui est télécom. Oui. Et numérique en même temps. Et numérique. Mais la question, c'est de savoir comment nous, on l'utilise. Comment on utilise la fibre optique? Comment le Camerounais lambda l'utilise. Mais est-ce qu'il faut prendre 10 ans? Est-ce qu'il faut prendre 5 ans? Est-ce qu'il faut prendre 7 ans pour déployer? Est-ce qu'il faut tout déployer avant d'utiliser? Là est la question. Mais comme je le disais à l'entame, Oui. qu'on le veuille Ou qu'on pas. ne le veuille pas, si nous voulons amener les investisseurs, si nous voulons nous arrimer, si nous ne voulons pas mourir à figure de style, Oui. nous devrons nous arrimer. On devra s'aligner. On devra mettre de l'énergie dans ce domaine d'activité. Les grands de ce monde l'ont su avant nous. Ils investissent des milliards Oui. dans ce domaine. Je parlais du président français tout à l'heure, Tout à fait. Emmanuel Macron. qui a créé tout un département ministériel pour la circonstance. Et dans ses discours, ceci revient que c'est la puissance du futur. Alors, si nous ne sommes pas présents, que ce soit dans l'IoT, que ce soit dans la blockchain, que ce soit, on parlait de monnaie électronique, Tout à fait. on parlait des objets connectés. Connecté, oui. On va continuer à travailler comme à l'ancienne. Et lorsque ceux-là qui auront maîtrisé Maîtrisés vont... ce savoir-faire voudront par exemple venir, je dis n'importe quoi, venir au Cameroun oui. avec leur technologie, ils ne seront pas capables de la déployer. Parce que l'environnement sur le plan de technologie ne sera pas propice. Et du coup, on aura un manque à gagner. Alors,
Daniel Ongene, on va sensiblement vers la fin de cette émission. Si vous avez des avis aux autorités de la nation, aux décideurs camerounais, que vous côtoyez constamment, hein? Oui, effectivement. La première chose que je dirais dans le cas d'espèce, c'est déjà que nos gouvernants apprennent à valider les projets porteurs. C'est-à-dire, lorsqu'un jeune arrive vers vous avec un projet pensé, mûri, vous devez de l'accompagner. Mis à part le fait des rétrocommissions, mis à part le fait qui est derrière vous, qu'on laisse tout cela. Oui. Et qu'on regarde. Vous l'avez vécu lors des premières éditions des journées de l'industrie numérique. Effectivement. On vous demande, en fait, vous n'avez pas le nom, vous n'avez pas encore le nom, qui est derrière vous, qui fait ceci. Et pourtant, lors des débats, les gens étaient très étonnés. Très étonnés et très émerveillés. Oui. Et effectivement, les gens en redemandaient parce qu'ils ont compris quelle était la quintessence et qu'est-ce qu'on pouvait faire justement avec ce qui avait été présenté, parce qu'on n'a pas présenté que du bavardage. On a présenté des choses réelles, physiques, palpables, touchables, puisque nous avons fait des démos. Et à cet instant, beaucoup ont dit, on a mal fait de vous prendre de haut, mais prochainement, on va vous accompagner dans ce que vous prendrez comme initiative. Et ça, c'est au haut sommet de l'État. Parce qu'ils ont vu ce que nous avons apporté. Donc, je dirais. À ces décideurs. Je dirais. Parce que vous avez dit, c'est une niche d'opportunités, de création d'emplois et autres, avec toute cette jeunesse qui aujourd'hui, chacun connaît manipuler le téléphone, et donc c'est possible de faire beaucoup de choses dans ce sens-là. J'ai dit, en mathématiques, on utilisait exponentiel. Oui. Dans ce domaine, c'est le travail exponentiel. Parce que ce soit, et ça a des retombées, nous n'avons pas parlé de ça. La maman qui vend, par exemple, qui cultive son plantain à Penja, ou à Ngorma Poubi, ou dans un village très reculé, ne peut pas vendre son plantain comme la personne qui est à Douala. Avec le numérique, elle peut vendre à quelqu'un qui se trouve aux États-Unis. Ça veut dire qu'elle, dans son domaine, elle ne sort pas de son secteur d'activité. Elle continue à faire ce qu'elle sait faire. Mais un jeune ou quelqu'un qui a de la maîtrise sur le plan numérique peut interconnecter cette plantation au monde entier. C'est-à-dire, le commerçant, l'acheteur peut venir de Shanghai parce qu'il a besoin de quelque chose et il trouvera ça sur le domaine. Donc, ce que je dis et ce que je donnerai comme conseil à nos dirigeants, parce que cette phase est cruciale et ça demeure, c'est qu'ils prennent, qu'on sorte du bavardage, qu'on sorte des campagnes, ateliers, des conférences, qu'on sorte des campagnes politiques, qu'on sorte de la volonté de plaire, mais qu'on entre dans l'action. Parce que au Cameroun, il y a un fossé entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Généralement, ce que nous disons reste écrit et prend énormément d'années, beaucoup d'années, voire ne se réalise jamais. Alors, au lieu de rester dans la lettre, que ceux qui ont la capacité, que ceux qui vous ont montré, qui sont venus vers vous, parce que j'en connais dans les ministères, qui déposent des dossiers, qui déposent des projets, qui déposent des applications, pas des applications qui sont en train de concevoir, mais des applications déjà conçues, mais qui demandent à être accompagnées, qui demandent d'être appuyées, que nos décideurs prennent les bonnes décisions. Les bonnes décisions, oui. En donnant le OK à ces projets, en accompagnant justement ces projets, en amenant ces projets non seulement à dépasser le cadre parfois de leur département ministériel, mais à couvrir la nation tout entière et dans tous les domaines. Parce qu'il y a des projets qui non seulement couvrent un domaine, mais peuvent balayer la quasi-totalité des domaines au Cameroun. Aux populations maintenant, pour sortir de ce programme. Aux populations, c'est de dire aux uns aux autres
déjà aux entrepreneurs, parce qu'il y a des créateurs de richesse aujourd'hui qui ne voient pas ces... Vous avez dit tout à l'heure que ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Il faut investir. Je connais une société au Cameroun qui aujourd'hui a créé, je dirais, son WhatsApp. C'est une espèce de réseau au sein duquel vous pouvez communiquer avec les vôtres sans débourser un franc. Mais il s'appuie encore sur Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors, en développant ce réseau personnel d'entreprise, une entreprise qui a son réseau interne ne paye presque rien. Rien, voilà, il y a des économies. Il y a des économies. Pour communiquer au sein de l'entreprise. Prenons un exemple. C'est vrai, nous sommes à la fin, mais je vais prendre cet exemple. Allez-y, allez-y. Lorsque vous avez, dans le domaine du réseau, vous avez un autocom dans une entreprise comme celle-ci. Oui. Vous pouvez appeler votre collègue qui est de l'autre côté. Ça vous coûte 0 franc. Vous ne payez rien. Oui. Vous me direz peut-être qu'il y a les charges d'électricité. Oui, je n'en disconviens pas. Mais la facture téléphonique est 0. Ah, la facture téléphonique est 0. Collaborateur... Ça vous donc dit que les entreprises devraient implémenter... Hein, les entreprises devraient implémenter cette technologie. Pour gagner déjà... Je présentais là les télécoms à l'intérieur de l'entreprise. Tout à fait. Mais imaginez la portée à la grande échelle. À grande échelle. Dans les domaines de l'entreprise. Et ça dépend encore de son secteur d'activité. Plus ton secteur d'activité est proche du numérique, plus les avantages sont considérables. Plus, vous dites, plus plus votre secteur d'activité est proche du numérique, plus les retombées, les avantages sont considérables. Je crois que les créateurs de richesse sont suivis. Merci, Daniel. C'est moi qui vous remercie. Nous avons manqué vendredi dernier. Vous êtes venu ce vendredi parce que vous êtes toujours en train de bouger, partir du pays pour des projets autres. Merci d'être venu et de nous dire que le numérique, c'est l'avenir du monde et le Cameroun doit s'arrimer. D'ailleurs, l'Afrique doit aussi s'arrimer. Et que les créateurs de richesses peuvent faire de grandes économies et de grandes avancées dans ce sens. C'est ça? Effectivement. Avec l'IoT, nous faisons de grandes choses. C'est futuriste, c'est un peu comme le luxe, mais c'est réel et c'est déjà réel. Implémenté à Douala. C'est bien implémenté. Dans le cadre de nos activités. Merci bien, merci d'être venu. Madame, monsieur, c'est aussi terminé pour cette autre édition de Le Monde ce jour à 19h. C'est le journal en Foufoulé à 19h15 en Pidgin. À 20h, le grand journal en anglais à 21h en français. Chers madames et messieurs, bonsoir et surtout bon week-end. On va se retrouver la semaine prochaine pour d'autres éditions de Le Monde ce jour.